Le parfumeur, c'est le traducteur olfactif des sentiments du monde. Bonjour, je suis Loïc Prigent, vous écoutez Louis Vuitton Extended, le podcast. Dans cet épisode, j'ai retrouvé Jacques Cavalier-Beltru, le maître parfumeur de Louis Vuitton. Vous avez probablement déjà porté une de ses créations, peut-être même sans le savoir. Je vous propose de plonger dans l'univers de ce créatif de génie et de découvrir avec lui l'art de se parfumer. Spoiler alerte, si vous vaporisez votre parfum sur vos poignets, arrêtez immédiatement. Bonne écoute. Bonjour Jacques Cavalier. Bonjour Loïc. Comment allez-vous ? Super. Oui. Alors Jacques Cavalier, première question. Pourquoi est-ce que c'est sacrilège de se parfumer l'intérieur des poignets et de se les frotter ? C'est comme si on passait un verre de Pétrus au micro-ondes. Parce qu'en faisant ça, on crée de la chaleur et le parfum est composé de matières, naturelles ou synthétiques, qui sont elles-mêmes des molécules plus ou moins volatiles. Donc vous allez comprendre très vite, le citron sur la peau, quand on fait rien, ça dure 1 minute. En faisant ça, vous n'avez aucune chance de sentir le citron qu'il y a dans le parfum. Ça élimine des éléments du parfum. Absolument. Et en fait, on faisait ça à l'époque, depuis l'ère moderne du parfum, c'est-à-dire fin 19e siècle, parce que les parfums n'avaient pas de spray. Mais la structure des parfums n'était pas la même. C'était très chargé, surtout les matières premières naturelles n'étaient pas du tout les mêmes. C'était moins criminel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est criminel. On tue le parfum. Donc où est-ce qu'il faut pchiter ? Je spray d'abord nu, Ouais. et ensuite, suivant ce que l'on porte, moi je me parfume toujours une deuxième fois, et surtout sur les côtés, sur les épaules. Comme ça, quand Loïc Prigent passe, les gens qui sont derrière... Sillage. Parce que le parfum, il faut jamais l'oublier, c'est un outil de séduction. Ah bah oui. D'abord pour soi-même, pour se sentir bien, et puis c'est une sorte d'introspection rapide et fulgurante, avec une connexion à son enfance, avec des choses très positives. Et ensuite, c'est un outil de séduction vis-à-vis des autres, pour ceux qui comprennent le message. Il ne faut jamais oublier que quand on enlève tous les accessoires de mode, ce qui reste, c'est le parfum. Comment ça se passe quand je vous croise sur les défilés où il y a tellement de gens, tellement parfumés ? Pour vous, vous arrivez à lire les parfums qui se passent dans la pièce ou c'est une cacophonie ou comment ça se passe ? Plus ou moins, oui, ça fait un peu cacophonie. Non, c'est intéressant parce qu'on voit justement les profils de certaines personnalités qui se cachent derrière leur parfum ou d'autres qui veulent se faire voir grâce à leur parfum notamment. Très intéressant sur le plan sociologique, sur le plan technique également, parce qu'on voit la transversalité de certains parfums qui dominent et qui vont créer une ambiance. Donc dans la rue, je suis attentif à ce que les gens portent et certains parfums viennent à moi, d'autres je les cherche et je suis comme ça depuis tout petit. Vous cherchez à être en réaction à ce qui va être dominant, c'est ça ? Je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi les gens portent ce type de parfum et pas un autre. Souvent, j'arrête des gens dans la rue pour leur demander. Alors, ça marche mieux dans le monde anglo-saxon. Une femme qui porte un parfum qui m'intrigue, y compris si c'est un des miens, je vais lui demander pourquoi elle porte ce parfum. Ouais. Pour moi, le plus beau compliment, quand je suis à travers le monde, c'est dans un taxi, le chauffeur qui me dit « Qu'est-ce que vous sentez bon ?» ou qui le dit à mon épouse. Ça, c'est le compliment ultime, parce qu'il n'y a pas écrit... il n'y a rien d'écrit d'autre que nous. Et le meilleur compliment qu'on vous ait fait quand quelqu'un portait votre parfum, c'était quoi ? Il a décidé de ma vie. Ah ouais ? C'est le témoin d'une vie. Moi, mon grand-père portait un parfum. Mon père n'a jamais voulu me donner la formule. C'est un parfum qu'il avait créé pour lui-même. Et puis, 20 ans après sa mort, je lui ai dit, écoute, donne-moi ce document, puis je vais le faire. Et il m'a dit, tu me le fais pas sentir. Et puis, je l'ai senti, puis j'ai pleuré parce que j'ai vu mon grand-père. Donc, la puissance du parfum est quelque chose de phénoménal. Faut jamais oublier que dans le cerveau reptilien, quand on était à 4 pattes, on survivait grâce uniquement à son nez. Et quand l'homme s'est relevé, il anticipait les dangers grâce à son nez également. Donc tout ça nous est resté, et on a une trace très profonde. Malheureusement, c'est un sens qu'on ne travaille pas à l'école. On devrait dans un pays comme la France, parce que l'olfaction, c'est quand même la complémentarité du goût. C'est quelque chose qui se muscle, l'olfaction ? Ça s'entraîne. Ça s'entraîne ? Moi, je ne crois pas au don. Je crois qu'au travail. Avec beaucoup de passion. Et aujourd'hui encore, j'entretiens ma mémoire tous les jours.
Vous sentez quoi aujourd'hui? J'ai mis un mélange de musc, d'un accord musqué, avec un ambre très pur. Quelque chose comme ça d'assez... D'assez intense. primaire. Pour une partition sur laquelle vous travaillez? Ouais. En fait, je cherche les succès de demain. Mais à travers ça, j'ai une recherche intellectuelle sur l'efficacité des matières premières, des accords et de ce qu'ils évoquent pour tout le monde. Donc l'ambre est quelque chose de très profond, de très mystérieux, et le musc est quelque chose qui va de l'enfance jusqu'à la sensualité. Donc ça, c'est très intéressant d'associer les deux. Vous êtes né où? Je suis né à Grasse. Pour ça, j'ai aucun mérite. Aucun mérite. Aucun. Mon père était parfumeur, mon grand-père était parfumeur, mon arrière-grand-père était parfumeur. Comment votre père a rencontré votre mère? Ils se sont fait la cour avec les parfums ou il y a eu des histoires de parfums entre eux? Ah oui, parce que ma mère, elle portait le numéro 5 de Chanel, et mon père trouvait que ça lui allait pas du tout. Donc, il a en partie séduite en lui composant un parfum. Et elle travaillait avec le plus grand parfumeur du monde de l'époque, qui s'appelait Edmond Roniska, qui était dans mon village de Cabris et qui a fait les plus grands parfums de Rochas, Au Sauvage chez Dior, Diorissimo, etc. Elle était son assistante. C'est une hérédité du parfum, quoi. C'est une Famille de passion. parfum. C'est une passion où il n'y a jamais eu d'obligation pour ceux qui ont repris le flambeau de le faire. J'ai 2 filles et il y en a une qui a effectivement montré toute sa volonté de devenir parfumeur, avec tous ses doutes aussi, les mêmes que j'avais à son âge. Et j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de don, il n'y avait que du travail. C'était un vrai travail. Quand mon père m'a dit ça, j'avais 11 ans, j'ai jamais cru. Comme travail, il sentait des mouillettes, il écrivait des trucs et puis on le payait pour ça. Donc pour moi, c'était le génie absolu, je pensais que c'était un acteur. Et quand je lui ai dit vers 10-11 ans, je veux faire comme toi, il m'a dit, mais tu penses que c'est un jeu, alors que c'est d'abord du travail. À condition d'être passionné, un parfum, ça se fait pas comme ça, c'est pas facile à faire, un bon parfum. Il faut y mettre du sien, c'est une école de la patience, d'humilité. On est souvent déçu par soi-même d'abord, parce que c'est nous qui faisons. C'est comme la peinture, c'est comme la sculpture. On y trouve, dans la réussite, c'est peut-être 10% de ce que l'on produit. Est-ce que vous faites des grasses matinées à Grasse ou pas? À Grasse, je fais plus de grasses matinées, non. Ça ne se fait plus. Je vous ai croisé à la fin du défilé Pharrell dans les rues de Paris et vous étiez hyper enthousiaste. Vous pouvez me raconter comment vous aviez vécu ce moment? Il m'a percuté, créativement parlant. Pharrell, c'est quelqu'un que je connais pas bien, que je connais un peu maintenant, qui a tout saisi de l'humanité dans la création. C'est pas facile d'aborder un thème chez Louis Vuitton, dans une maison qui a 170 ans d'existence et avec une empreinte si particulière. Et il a réussi à prendre cette empreinte et à lui donner une nouvelle lecture. Donc j'étais percuté par la foison de création, de créativité. Ça vous a inspiré? Ah ouais, beaucoup, beaucoup. Et je vous ai aussi croisé au dernier défilé de Nicolas Ghesquière pour ses 10 ans, dans la cour carrée du Louvre. Quel impact ça a eu sur vous? Moi, j'adore Nicolas Ghesquière. J'adore sa vision de la femme, qui est aujourd'hui en phase avec le monde tel qu'il est devenu. Ces femmes qui sont conquérantes, mais qui sont à la fois très séductrices. On est souvent dans un monde manichéen qui fait que soit on a une guerrière, soit on a une séductrice. Et là, je trouve qu'il y a la symbiose des deux. C'est prodigieux, quoi. Vous cherchez où les inspirations? Partout. Donc dans ces défilés-là, par exemple? Dans ces défilés, dans la rue, dans juste un sourire, le sourire d'une femme, ou l'élégance d'un monsieur qui traverse la place de la Concorde ou un aéroport à Los Angeles. Tout de suite, je dis quel type de parfum elle ou il doit porter. Cette image me reste gravée dans la tête et puis elle va ressortir à un moment donné. C'est quand votre dernière émotion olfactive comme ça? Ma dernière émotion olfactive comme ça, c'est au défilé de Pharrell. Tout ce qui produit des émotions, c'est inspirant. Quelles sont vos 3 notes olfactives préférées en parfumerie? Ah, juste 3. Pour moi, c'est des couleurs comme le peintre utilise sa palette. Donc, j'ai pas d'a priori négatif. Donc, toutes les odeurs sont bonnes. Quelquefois, on utilise des odeurs qui sont très, très mauvaises pour réaliser des choses magnifiques. Donc, je les regarde comme des instruments pour traduire mon idée. Donc, si j'avais à choisir,
gingembre, rose, ambre. Ok. Ambre, c'est l'obsession. Depuis que je suis tout petit en parfum, Ça dit quoi de vous? l'ambre pour moi est l'arme fatale ultime de la séduction. Ah. Et elle n'a pas de féminin, elle n'a pas de masculin. Mais ça, je l'ai compris il y a des dizaines d'années. Et la rose? La rose, beaucoup de fleurs ont des caractères sublimes. Le jasmin, mais avec une complexité qui est... une construction qui est plutôt simple. La rose, c'est quelque chose de très compliqué. Pour moi, c'est l'incarnation de la féminité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la force, de l'épicé, du fruité, de la tendresse, du boisé. Une expression incroyable, quoi, qu'on n'oublie jamais. Le parfumeur, c'est c'est le traducteur olfactif des sentiments du monde. Est-ce que vous diriez qu'il y a un style des parfums Louis Vuitton que vous faites depuis 12 ans? Les parfums Louis Vuitton reposent... Enfin, la philosophie, c'est vraiment l'art de composer avec des matières d'exception. Le patchouli que nous utilisons, il est crafté, il peut arriver que les qualités de patchouli soient différentes d'un parfum à l'autre. Donc cette liberté totale d'utilisation des matières premières et l'emploi massif de matières premières naturelles, on définit un style déjà. Pour moi, c'était non négociable. Il était obligatoire d'abord d'avoir de la qualité. Ensuite, sur la créativité, ça repose sur les idées, sur ce qu'exprime la maison, sur ce qu'est la maison dans ses grands fondamentaux, ce qui sont innovation, création, sophistication et qualité. Moi, j'aime bien revisiter des grands principes comme la fraîcheur. Une de mes grandes quêtes depuis que je suis parfumeur, c'est comment faire durer la fraîcheur sur la peau afin qu'elle soit... elle dure 2, 3 jours, 4 jours, alors qu'il y a 30 ans, la fraîcheur, c'est que ça durait 1 heure, quoi. Comment vous faites alors? Ça, c'est de la technique. Ouais, c'est ça. J'utilise par exemple la bergamote ou la mandarine. Je vais utiliser un cœur qui est tellement concentré que cette note de mandarine va s'exprimer, au lieu de rester une demi-heure sur la peau ou 45 minutes, elle va rester 8 heures. C'est Ouais. quoi la jeunesse d'un parfum? Ça commence comment? Un parfum, c'est une idée. Et c'est quoi une idée? C'est Un mot, c'est une ambiance, une personne? une personne, l'air du temps, ce qu'on peut subodorer de là où on va aller. Parce que ça va mettre combien de temps à se faire après? Une seconde à 1 siècle. Ou on le trouve ou on le trouve pas. Ah oui, d'accord. C'est malheureusement, mais ça on le sait qu'après. Le plus longtemps que vous ayez mis à faire un parfum, c'était combien de temps? 5 ans, Et le plus court? un essai, un jour, C'est pas vrai. 1 minute. Ouais. Ah ouais. J'aimerais pouvoir raccourcir le temps, mais souvent le fait d'aller dans des chemins dont on s'aperçoit que ce sont des voies sans issue, c'est absolument nécessaire pour aller vers le but recherché. Au bout de 5 ans, je suis arrivé au mois d'août, j'aime beaucoup travailler l'été, donc je suis arrivé au bureau, il était 6h, 6h15. Matin. Le matin, oui. Et j'ai composé ce parfum sur mon ordinateur, et au bout de mes doigts, je savais que c'était le bon. Ah bon? Ouais. Ça m'arrive de temps en temps. Parce que vous tapiez des chiffres, j'imagine, des formules, c'est ça? Je tape des noms de matières premières. Et des... Le boulot grammages. du parfumeur, c'est très simple. C'est être dans l'émotion totale, dans la démesure, c'est là qu'on produit les idées. Ouais, Mozart. Et instantanément, il faut être rationnel La comptabilité. pour pouvoir Faut être les deux. faire que cette idée de virtuel devienne quelque chose de tangible qui s'appelle la formule. C'est-à-dire qu'on fige l'idée sur un bout de papier. Et le job du parfumeur, c'est de prendre dans la partie du cerveau qui est toute la bibliothèque, la matière première qu'il faut et de lui appliquer une proportion exacte. Donc, on raisonne en pourcentage. Donc, c'est la confrontation de ces états émotionnels et rationnels. C'est ce mélange qui va faire que l'idée va devenir quelque chose de physique, de physiologique. En premier, sur cette formule qui va être pesée et qui va revenir vers moi avec une dilution et qui va être le premier acte de naissance du parfum. Je cherchais une note... donc, je suis passionné par l'ambre. Et cet ambre, je le voulais d'une certaine façon et je n'y arrivais pas. Tout ce que je faisais, ça cliquait pas, ça marchait pas. Et j'en étais très malheureux, mais bon, c'était comme ça. Et j'y revenais toutes les semaines, pratiquement. Et je me réjouissais de sentir, tout en sachant pertinemment que ce que j'avais fait n'était pas au niveau, je me réjouissais quand même de sentir ce que j'avais fait. Et évidemment, j'étais déçu. Jusqu'à ce fameux jour, au mois d'août, où j'ai composé ce parfum à l'écrivant. Au bout de mes doigts, je savais que c'était le bon. Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas.
je sais pas, 5 ans. Toute la somme de tous les essais que j'avais faits auparavant, Les ratés ou tous les loupés, et des trucs vraiment mauvais, quoi. Vraiment mauvais. Il y a eu combien de temps après pour que jusqu'à ce que le flacon arrive à les boutiques? Il s'est passé 1 an. Une bonne année, ouais. Ce qui est normal. C'est la production? C'est les tests sur la peau pour savoir si c'est safe. C'est les tests avec les composants du flacon pour voir si le parfum grignote pas un joint. Bon, voilà. Et puis la production industrielle, la macération, etc. Comment on fait pour éduquer ou rééduquer son nez? Les odeurs s'apprennent, en fait, par cœur. Plus on les sent, plus on les mémorise. Ok. Très simple. Et d'ailleurs, j'ai participé à un mouvement de rééducation massif chez Vuitton pour la première vague de Covid. Pas mal de gens chez nous avaient perdu l'odorat. Ça vous est arrivé aussi ou pas? Alors j'ai eu le Covid, j'ai pas perdu l'odorat. Ouf. J'ai une angoisse dans la vie, c'est de me réveiller la nuit et de commencer un rhume. Mon nez ne détecte plus rien et je suis dans une angoisse terrible. Alors moi, que ce soit en voyage ou chez moi, dans ma chambre, j'ai toujours avec moi de l'essence de lavande. Ah, pour vérifier? Ouais, de l'absolu jasmin et de l'essence de rose. Donc je vaporise dans la nuit. Ok. Et c'est bon. Je sens tout. Non, mais... Sérieux, vous faites ça? Oui, oui. Pour moi, un monde sans odeur, c'est la fin de mon monde, en tout cas. Ouais. Ah oui. Ouais. Voire la fin de moi. Comment vous avez rééduqué les gens qui avaient perdu l'odorat? Alors, il y a des gens qui avaient des anosmies sévères, qui sentaient plus rien, vraiment. Anosmie, c'est quand on perd l'odorat. On perd l'odorat. Et donc, quand ils ont commencé à recouvrer quelques sensibilités, c'était sur des odeurs qu'ils n'avaient jamais ressenties auparavant. En tout cas, la mandarine ne sentait pas la mandarine, par exemple. Ah oui, donc un odorat trafiqué, quoi. Complètement. Donc ça, c'est probablement les neurones qui gèrent. Vous savez que le nez est formidable. C'est l'instrument nasal est en relation directe avec le cerveau. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on repère les premiers signes des maladies d'Alzheimer, par exemple. C'est les premiers neurones qui font défaut. À ce moment-là, j'ai envoyé à toutes ces personnes des notes très, très fortes. De cassis, d'extraits de bourgeons de cassis, de patchouli en pur, parce qu'il fallait que le nez puisse percevoir un petit peu pour que le message, alors je ne suis pas du tout médecin, mais des neurochirurgiens m'ont expliqué que l'information, si le nez la percevait, les neurones l'éduquaient. D'accord, un stimulus simple. Absolument. Et donc, fleur d'oranger pure, jasmin, des notes fécales. Ah ouais, d'accord, du positif et du négatif. Positif et super négatif. Ah oui. Pour faire que le nez réagisse. J'ai rencontré il y a quelques années les plus grands professeurs dans le cadre d'une conférence sur la maladie d'Alzheimer et la rééducation des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer par l'olfactothérapie est une des grandes voies pour les stimuli des personnes atteintes de cette maladie. Elle leur replonge dans leur enfance parce que, évidemment, chaque fois qu'on sent quelque chose, on connecte avec son enfance. La mémoire olfactive se forme de 0 jusqu'à 18-19 ans, 95%. Donc, tout ce qu'on va déterminer qui est bon, c'est probablement une bonne rencontre avec 1 ou 2, 4, 10 ingrédients qui composent ce parfum. Il suffit qu'il y ait un ingrédient avec lequel on ait une mauvaise expérience, on va dire « Ah non, c'est pas pour moi ». Donc c'est quand même intéressant parce qu'on fait appel justement de ce qu'est la personne vraiment dans son état le plus secret. Et il y a une géographie des parfums ou il y a des notions culturelles des parfums à travers le monde? Ah oui, il y a de grandes notions culturelles. Ça change beaucoup? Oui, d'abord c'est dû souvent aux conditions atmosphériques. Dans le Middle East, les gens aiment les parfums qui sont très forts, tout simplement parce qu'il fait 50 degrés 6 mois de l'année et que les parfums sont composés de matières plus ou moins volatiles. Et donc les eaux de Cologne, là-bas, on sort 2 minutes après, on ne sent plus rien. Pareil dans certaines régions d'Afrique. En Europe, au plus on monte vers le nord, au plus les gens aiment des notes fraîches. Au plus on descend, au plus ils aiment les notes texturées, etc. Comme la cuisine. L'empreinte des cultures est très très importante. Et moi, ça me fascine. Et je m'immerge le plus souvent possible. Je vais dans un pays, je vais en Chine notamment, ou au Japon, je connais très bien le Japon. Sans ma connaissance du Japon à l'époque, j'aurais jamais pu faire de parfum pour Issey Miyake, par exemple, jamais. On ne porte pas le parfum de la même façon au Japon, en Inde ou en France.
Et tout est relié à notre enfance, encore une fois, donc à notre culture, donc à notre milieu familial. Il y a des tendances dans le parfum. Oui, oui. Elles durent longtemps. Elles durent très longtemps. On est à la fin de l'ère du sucré qui a démarré avec Angel en 1992. On est en plein dans les fruits. Ah ouais? On est dans la paroxysme des fruits et comme à tout excès, son contraire est en train de se bâtir. Quoi le contraire des fruits? La naturalité venue de la forêt, ça va être des feuilles, ça va être des choses plus vibrantes, plus... Vous cherchez à vous inscrire dans ces tendances ou vous cherchez le... Il ne faut jamais ignorer le monde dans lequel on est. Je veux dire aussi, ça. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Hein. Et Ça sert à rien. depuis 100 ans, il y a la petite robe noire, je veux dire, au niveau mode, hein, je veux dire, qui a été visitée, revisitée et qui est toujours là. On a plusieurs... c'est le tailleur, c'est tout ça. Donc c'est à peu près pareil. Sur ces tendances de fond, où on peut s'amuser, effectivement, avoir beaucoup de créativité et même à associer les contraires. Aujourd'hui, ces tendances cohabitent, reste à créer ce qui sera les tendances de demain, déjà d'aujourd'hui. Elles existent déjà, mais elles s'expriment souvent à travers un parfum qui devient iconique. Il faut être là au bon moment, avoir le bon concept, voilà, c'est comme ça. Comment on fait pour offrir un parfum à un proche? C'est très délicat d'offrir un parfum à un proche. Vous savez que ça se fait pas. Ah, ça se fait pas carrément? Si on connaît pas bien la personne, On a dit un proche. on prend le risque de la déception. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est même un peu arrogant parce que c'est la manière dont on voit la personne. Et si ça lui plaît pas, on peut toujours le changer. Mais, enfin, pas la personne, le parfum. Mais franchement, c'est compliqué, y compris pour moi, quand j'offre des parfums, et Dieu sait si j'en offre parce que j'aime ça, c'est plus compliqué de composer le parfum d'une personne que le parfum de 2 millions de personnes. Et si on doit le faire, comment on fait? Si on doit le faire, il faut le faire très simplement, avec son cœur. Il faut toujours écouter son cœur. Une personne, c'est une somme de choses très compliquées qui dégage quelque chose de très simple, pour ceux qui savent lire. Donc, un caractère enjoué, un caractère plus introverti, on ne va pas acheter le même parfum. Si j'ai envie de créer un parfum pour un proche ou pour moi, je peux venir? C'est quelque chose qui peut se faire? Oui. Comment ça se passe? C'est une expérience où on reçoit la personne à Grasse. On peut faire par Zoom aussi. D'accord. Où je fais un portrait olfacto-psycho. En fait, j'essaye de savoir. Déjà, la première question que je pose, c'est pourquoi vous voulez faire un parfum pour vous? Que répondent les gens? C'est très variable. Okay. Après, on est sur le secret professionnel, mais il y a des gens parce que c'est son partenaire qui lui offre, d'autres pour la séduction, évidemment. J'ai eu le cas dernièrement d'une dame qui venait de très loin et qui m'a dit « Moi, je veux ce parfum vraiment qui soit mon reflet, etc. » Au fil de la discussion, elle dit « Mais surtout, je veux que ce parfum soit tellement moi qu'il me survive. » Sacrée mission. Effectivement, c'est très compliqué, mais on a la chance d'avoir des clients formidables et justement, qui se sentent à l'aise avec nous, parce qu'on le fait avec Camille. Donc on va baliser à peu près les goûts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les fruits, il y a des gens qui n'aiment pas les fleurs, il y a des gens qui n'aiment pas les choses trop... Et donc on a un système d'évaluation entre nous. On peut le faire à distance, on peut le faire par Zoom. Je l'ai fait l'autre fois avec quelqu'un en Nouvelle-Zélande. On sentait les matières premières en même temps qu'eux, à 20 000 km de distance. D'accord. C'est vraiment comme la haute couture. C'est-à-dire qu'on part de scratch, on construit un parfum, et c'est moi qui le fais avec Camille. C'est pas à tout près, etc. C'est pas du semi-mesure, c'est vraiment du sur-mesure. C'est quoi votre luxe ultime à vous? Dans les parfums, c'est de découvrir le matin le travail que j'ai fait la veille. C'est un luxe ultime que j'ai depuis 42 ans. Mais j'ai toujours la même frousse de ne pas être au niveau, quoi. Et j'ai toujours cette même peur, et à la fois excitation, de découvrir ce que j'ai fait la veille, même si je pressens ce que j'ai fait. Et pour moi, c'est un luxe ultime. Ça veut dire que je suis vivant, déjà. Ça veut dire que je continue ma quête. Le luxe ultime, c'est la remise en question permanente. Ouais, tous les jours. Merci beaucoup, Jacques Cavalier. Merci, Louis. Trop bien. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. C'est toujours étonnant de parler avec Jacques Cavalier parce qu'on sent qu'il a accès à un monde qu'on connaît, mais qu'il a bien mieux arpenté que nous. C'est comme un musicien avec le solfège, quoi, mais lui avec les odeurs. Un super pouvoir olfactif, quoi. C'est ça qui est assez fort, c'est de mettre des mots
sur des odeurs, donc des sensations. Incroyable comme conversation. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Louis Vuitton Extended. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires en compagnie de personnalités visionnaires. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner au podcast pour recevoir les notifications, comme ça vous ne loupez aucun épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis Vuitton Extended.